Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue de presse grand format, votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Pendant 52 minutes, nos invités seront soumis à un exercice, celui de commenter les différents sujets qui seront soumis à leur réflexion. Bienvenue encore une fois de plus sur les antennes de l'Intelligent TV. On se retrouve dans quelques instants pour le sommaire. Trois sujets sont à l'ordre du jour. Le premier, il est relatif au discours du président de la République, Alassane Ouattara, discours prononcé sur l'état de la nation. C'était le mardi 18 juin 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire devant les parlementaires réunis en congrès. Et après ce sujet, nous allons nous intéresser au PDCI RDA qui va tenir un meeting ce samedi, demain samedi 22 juin 2024 à Soubré, le chef-lieu de la région de la Nawa. Et puis en dernière partie de cette émission, nous allons parler du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré qui a donné de ses nouvelles hier en présidant le Conseil des ministres au palais présidentiel du Faso. Pour commenter ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités. Le premier, Mamadou Traoré, il est membre du comité d'orientation et de coordination de GPS Génération et Peuple Solidaire. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau, vous êtes en compagnie de Dr Oussou Kwame Rémi, qui est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, militant très actif du RHDP. Bonjour. Bonjour. Merci à vous également d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour commenter l'actualité avec nous. Messieurs, nous allons nous intéresser au premier sujet, État de la nation, décryptage du discours du président Ouattara. Le président de la République, vous le savez, Alassane Ouattara, a prononcé ce mardi 18 juin 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès conformément à l'article 114 de la Constitution du 8 novembre 2016, occasion pour le premier des Ivoiriens de dresser un bilan positif de ses actions dans divers domaines à la tête du pays depuis 2011, date de son accession au pouvoir à la magistrature suprême. Notons que c'est le quatrième exercice du genre après 2020, 2022 et 2023, un énième exercice commenté différemment par les politiques et autres analystes. Monsieur Mamadou Traoré, comment avez-vous accueilli ce discours du président Alassane Ouattara? Alors, j'avoue que j'ai accueilli cela avec une très grande déception. Très grande déception parce que j'attendais beaucoup de cette intervention du chef de l'État. Malheureusement, il n'a pas eu les mots qu'il fallait, en tout cas moi, pour m'amener à apprécier son intervention. Et Dieu merci, je ne suis pas le seul à ne l'avoir pas approuvé. Lui-même, ses propres partisans, les sénateurs et les députés qui étaient là-bas, lui ont fait ramener cela à travers son protocole pour dire qu'il n'était pas tout à fait content. Donc, vous comprenez que si lui-même, ses propres partisans, n'étaient pas contents de son discours, comprenez que nous, les politiques, bien entendu, nous soyons dessus. Parce que je l'attendais sur... Vous l'attendiez sur quoi? Sur quel sujet? Je l'attendais sur deux grands sujets. Lesquels? Le premier sujet, c'était un sujet politique. Et le deuxième sujet, c'était un sujet social. Le sujet politique, c'était le sujet relatif à sa candidature, que tout le monde attendait, puisque ses militants avaient demandé à ce qu'il soit candidat en 2025. Donc, tous les Ivoiriens attendaient qu'il dise un mot là-dessus. Malheureusement, il n'a rien dit. Ça nous a déçus à moi, ça m'a déçu, et ça a déçu même ses propres militants, ça a déçu tout le monde. Ça, c'est d'un. Au niveau social, je l'attendais sur deux aspects. Le premier aspect, la vie chère. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens vraiment dénoncent la flambée des prix. Les Ivoiriens souffrent de cette vie chère-là. Et donc, les Ivoiriens attendaient de lui des mots pour les apaiser, pour leur donner de l'espoir. Malheureusement, ce n'est pas venu. Ça, c'est ce côté social. Le deuxième côté social, on l'attendait sur
la décrispation de la vie sociale sur le plan politique. Par exemple, on attendait qu'ils prennent des mesures pour permettre au milieu politique de respirer afin qu'on ne puisse pas regarder l'horizon 2025 avec beaucoup de peur. Parce qu'il faut dire que les Ivoiriens ont beaucoup peur. Le président, il a signifié dans son discours, il a dit que l'environnement social et politique est calme grâce au dialogue politique et social engagé de 2011 à 2023. Pourquoi parler encore de décrispation? Non, c'est ce que lui dit. C'est calme, mais ce n'est pas calme. Vous entendez déjà, vous voyez déjà les gens du PPACI qui s'apprêtent à manifester pour réclamer l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, ce n'est pas calme, ça c'est deux. De deux, nous-mêmes, GPS, notre leader aussi, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et à côté de ça, les résolutions du dialogue politique, je suis désolé, les gens ont signé, ils ont applaudi, mais on attend jusqu'à présent. Pour le moment, ces résolutions sont dans les tiroirs. Donc, le calme, c'est à son niveau à lui. Mais nous, on est peut-être c'est calme au niveau, je veux dire, des mouvements de rue, ça c'est vrai, mais les Ivoiriens ont une peur. Et quand ils ont peur, ce n'est pas calme, ils ont peur pour 2025. Est-ce que 2025 ne va pas nous donner encore une situation qu'on a connue en 2020 et en 2010? Voilà pourquoi je dis que nous attendions beaucoup de lui. Et il faut reconnaître que franchement, ça a été en tout cas, nous, à notre niveau, une grande déception. D'accord. Alors, docteur, vous l'avez entendu, ça a été une déception pour lui parce qu'il attendait le président se prononcer sur sa candidature en 2025. Le président n'a rien dit à ce sujet. Il a parlé aussi de l'aspect social sur lequel, selon lui, le président ne s'est pas prononcé, n'a pas donné de perspective aux populations. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup, M. Khalid, pour la question. En fait, la réaction n'est pas étonnante parce que bien avant, dès que l'annonce a été faite que le président allait intervenir devant le Congrès, il y a eu tellement de spéculations, de sorte que tout le monde s'attendait à ce qu'il dise « oui, je serai candidat ou je ne serai pas candidat ». Mais en fait, moi, je ne suis pas dans les hautes instances du parti, mais je sais que si le président doit annoncer quelque chose comme ça, ce n'est pas un rendez-vous pareil. Mais en 2020, il a fait. En 2020, devant le Congrès, le président Alassane Ouattara s'était prononcé pour dire qu'il ne serait pas candidat en 2020. Oui, il a fait. Oui, ok, d'accord. Mais en fait, je me dis que ça aussi, ça fait partie d'une stratégie politique, en fait. Ça veut dire que tout le monde attend à ce que le président dise quelque chose à ce propos. Ça veut dire que les gens l'attendaient sur ça, en fait. Donc, comme on dit dans les journaux, il les a un peu dribblés. Et il a dit de façon humoristique, je sais que vous attendiez à quelque chose, mais ce sera pour une autre fois en fait. Donc moi je pense que ça fait partie aussi d'une stratégie politique. Le temps de lui permettre quand même de mieux se préparer ou bien de mieux jauger l'environnement non seulement national mais international. Oui. Donc pour ce qui est du reste, la vie chère, je crois qu'il en a touché juste un petit mot, mais il a surtout parlé de l'électricité qui allait baisser bientôt. Donc, je pense que dans tout, les perspectives sont bien en fait. Les perspectives sont bien. Et après avoir écouté le discours, je sais qu'il y a certains membres de l'opposition qui ont dit non, ça, on ne sait pas où le président a pris ces chiffres, mais eux, ils ont d'autres chiffres. Ce sera finalement la bataille des chiffres. Hein. Mais je pense que ce que le président a dit, il y a beaucoup de vérité dedans en fait. Voilà. Pour dire que le pays se porte bien dans la globalité, même si il y a partout des informations qui viennent ici, la Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire sera sous perfusion bientôt, tout ça, je crois qu'il y a beaucoup de fake news dedans en fait. Et tout ça, ça fait faire partie aussi d'une stratégie de l'opposition, parce que c'est pour déstabiliser les gens, pour mettre la peur au ventre des gens, comme M. Konaté vient de dire. M. Traoré. M. Traoré, I'm sorry. Comme il vient de le dire, c'est aussi, ça fait partie de la stratégie de l'opposition, pour que les gens commencent à avoir peur, pour que tout ce que le parti au pouvoir va dire soit pris avec appréhension en fait. Donc, il s'agit déjà d'observer. Il ne faut pas tomber aussi non plus dans, comment on dirait, dans la peur inutile en fait. Voilà, le président a parlé et comme vous avez dit, c'est le premier citoyen ivoirien. Il a essayé de nous rassurer. Certainement, ce que nous devons faire, c'est peut-être de confronter ces chiffres et puis voir en quoi est-ce que c'est faux ou c'est vrai. Mais à mon sens, ces chiffres, même s'ils ne sont pas exacts, mais ils ne sont pas loin de la vérité.
Voilà. Alors, Monsieur Traoré, justement, s'agissant de ce chiffre, je voulais entendre votre opinion là-dessus. Le président Ouattara a dit, sur le plan sécuritaire, l'État exerce son autorité sur l'ensemble du territoire national. L'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en janvier 2024. Pour la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté individuelle, la Côte d'Ivoire a gagné 106 places au classement mondial de Reporters sans frontières, en passant de la 159e place à la 53e place en 2024. Et au plan économique, il a annoncé un taux de croissance de 7% au plus par an sur la période 2024-2027. Alors, je tiens à vous dire que moi, je ne suis pas un spécialiste des chiffres. Mais moi, ces chiffres qui sortent ne me surprennent pas parce que le président Ouattara nous a habitués à cela. C'est un homme de chiffres. C'est-à-dire que partout où il va, quand il intervient, il vient avec des chiffres. Comme il sait que l'Ivoirien lambda, les chiffres, ce n'est pas son problème. Lui, il veut le concret. Alors, il y a un élément, moi, ce n'est pas les chiffres. Quand il parle, par exemple, de la liberté d'expression, où il dit qu'on a gagné des points. 106 places. Bon, moi, j'avoue. Nous sommes passés de la 159e place à la 53e place. Bon, moi, il donne l'impression qu'il y a eu une nette évolution dans les faits. Mais vous voyez tout à l'heure qu'il n'y a pas longtemps, l'opposition a réagi avec un article 185 qui sera bientôt voté pour museler pratiquement l'opposition. Ça a été déjà fait. Bon, pour museler l'opposition, donc quand on parle de liberté d'expression, moi, il y a un problème. Et je vous dis, moi, je ne suis pas d'accord qu'on me dise qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a une liberté d'expression. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, les Ivoiriens aujourd'hui sont devenus comme des zombies. Ils ont peur de parler parce qu'ils se disent que, si je parle, si ça ne plaît pas aux autorités, j'irai en prison. Donc, la peur de la prison fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de parler. Alors, dans un pays où on a peur de parler, doit-on parler de liberté d'expression? Je dis non. Et je dis, moi-même, je suis un exemple palpable. Moi, j'ai été arrêté et j'étais en prison pour une expression que j'avais mise parce que je pensais qu'il y avait liberté d'expression. Moi, j'étais en prison pour 8 mois pour une expression que j'avais mise. Alors donc, je vous dis et je répète que moi, en tout cas, je suis bien placé pour dire que ces chiffres, peut-être que ça a diminué comme il le dit. Je n'ai pas des éléments pour contredire cela. Mais dans les faits, moi, je m'appuie sur les éléments factuels. Dans les faits, les Ivoiriens ont peur de parler. Donc, s'ils ont peur de parler, nous ne sommes pas Monsieur Traoré, on voit l'opposition s'exprimer, l'opposition fait des meetings, des rassemblements. Le PDCI, bientôt, demain, va faire un meeting, on va en parler. On a vu, on a le PPAC qui fait des rassemblements. Alors, ce sont quand même des éléments aussi qui peuvent consolider ce que le président a avancé comme chiffre. Oui, mais, vous savez, l'opposition fait ses meetings parce que l'opposition, bien entendu, a l'habitude de s'exprimer. C'est normal, ce sont des leaders de l'opposition qui s'expriment, je suis d'accord. Mais je dis, vous allez échanger avec ces leaders-là. Chacun d'eux va vous dire que quand ils parlent, ils font très attention. Parce qu'ils savent que il suffit d'une petite erreur, on va les convoquer pour des propos qu'ils auraient tenus. Donc, ils parlent. Mais je vous dis, ils parlent tous la peur au ventre parce qu'ils se disent qu'à tout moment, on pourra les interpeller. Donc, voilà pourquoi je dis que cette idée de liberté d'expression-là, vraiment, moi, je n'ai pas de chiffres pour contredire cela, mais sur le plan factuel, je dis non. Pour vous, c'est une vue de l'esprit alors? Non, bien entendu, c'est pour maquiller la réalité. Sinon, la liberté d'expression, pour moi en tout cas, n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. Docteur, votre point de vue, c'est lequel? Oui, je voudrais remercier M. Koné pour... M. Traoré. Chez nous, quand vous appelez Traoré Koné, mais là, vous l'avez insulté. Hein? M. Traoré Mamadou. Oui, M. Traoré. Okay. Traoré. Oui, merci. D'accord. En fait, je suis bien l'actualité de l'opposition, du parti au pouvoir et tout, mais ce que moi je pourrais conclure en tant que sociologue, c'est que la base sur laquelle nous devons fonctionner désormais depuis 1990, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Et en toute démocratie, la moindre des choses, c'est le respect de l'adversaire. Ça dit, si je te respecte, il faut me respecter. Sinon, moi, quand on parle de liberté d'expression, c'est pas... Ça ne veut pas dire peut-être qu'il faut insulter peut-être le président, ou bien il faut dire des choses
qui porte atteinte à son honorabilité. Vous avez l'impression que l'opposition prononce des propos injurieux à l'endroit du président? Oui, justement, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, même il y a une loi qui a été votée sur Internet, on dit, même si on publie des articles, même si par exemple, vous, M. Kali, ce n'est pas vous qui avez publié, mais si vous avez permis de publier cet article-là, on peut vous poursuivre aussi. Donc moi, je pense que on peut dire toutes les vérités, mais ça dépend de la façon dont on le dit. Ça ne veut pas dire que même au RHDP, tout le monde caresse le président dans le sens du poil, non. Mais il y a des vérités qu'on dit, mais il y a des façons de dire pour que ça porte. C'est-à-dire, on peut crier, ah oui, tu es comme ça, tu es voleur et tout, mais en fait, on ne fait que se braquer l'individu en fait. Mais moi, je pense que si l'opposition veut vraiment avoir le président, il faut plutôt le caresser dans le sens du poil. Ça veut dire, il faut le dire la vérité. elle a fait des grands yeux. Il faut dire la vérité, mais avec l'expression en fait. Oui, sinon, quand on insulte quelqu'un, ce n'est pas tout le temps on dit imbécile, hein, mais il y a des façons de dire la chose pour que quand la personne entend, ou bien quand la personne perçoit le message qui est derrière, ça l'amène plutôt à changer qu'à se braquer contre vous en fait. Donc moi, moi je raisonne en tant que sociologue, en tant que quelqu'un qui a un peu étudié un peu la psychologie, comment il faut approcher l'individu, comment il faut, peut-être même je dirais, le mettre dans sa poche en fait. Sinon, moi, je pense que même avec cette histoire de PPACI, LH Traoré a parlé de ça tout à l'heure, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça veut dire d'aller dans le sens de l'apaisement. Il ne s'agit pas de dire, oui, moi, il faut que le président Gbagbo quitte. Non, moi, je ne reconnais pas En fait, il n'est plus inscrit sur les listes électorales. Lui-même, il ne reconnaît même pas ce pourquoi il n'est pas inscrit sur les listes. Parce qu'il a été condamné pour le cas de la BCAO, n'est-ce pas? Il dit que lui, il ne reconnaît même pas ça. Ça veut dire que la base même est déjà faussée. Donc, quand c'est comme ça, comment on peut s'entendre dans une situation où toi-même, tu ne reconnais pas les faits et puis tu veux qu'on te remette un peu dans le droit chemin? C'est impossible. Il y a des façons de procéder. Je sais que si peut-être ils procèdent comme ça, ils vont dire que l'opposition est devenue faible, mais au contraire, c'est de cette façon-là qu'on peut tous apaiser ce climat social ou bien ce bruit de bottes, en guillemets, qu'on entend venir en fait. Parce que là, ça va devenir... Donc pour vous, il faut négocier. Oui, ça va devenir une histoire où, bon, c'est moi qui suis au pouvoir, je suis là. Donc il faut venir me trouver. Donc ça va être une histoire, oui, parce qu'il y a l'ego qui va rentrer en jeu et tout. Parce que, bon, chacun veut démontrer qu'il a une certaine puissance et tout. Et là, finalement, c'est le peuple qui... D'accord. Alors, M. Traoré, négocier, c'est la bonne attitude que l'opposition doit adopter? Bon, moi en tout cas, je suis d'accord que l'opposition peut négocier. Cette bonne guerre, toute opposition même doit négocier. Mais négocier à quel prix? Voilà la grande question. Si négocier, on vous demande en négociant de vous soumettre entièrement et totalement à l'adversaire, non, je n'appelle pas ça à la négociation. Non. Pour moi, la négociation, c'est de dire que vraiment, faisons en sorte que vraiment nous ayons un climat apaisé. Il a dit que, bon, il faut que peut-être la personne reconnaisse son tort avant peut-être de bénéficier d'une faveur. Je rappelle qu'en 2018, le chef d'État a pris un décret pour amnistier des gens, mais qui n'avaient pas reconnu leur tort. Mais ils ont été amnistiés. Ils n'avaient pas reconnu leur tort. Ils ont été jugés et condamnés. Ils n'ont pas reconnu leur tort, mais ils ont été amnistiés au nom, à l'époque, de l'apaisement. Mais alors pourquoi on ne peut pas le faire pour Laurent Gbagbo, pour Guillaume Soro, pour Blé Goudé? Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on prenne une décision qui puisse apaiser l'atmosphère politique. Moi, je dis que si le chef de l'État prend une décision pour amnistier Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé, il va casser la pression qui est au niveau de l'atmosphère politique. S'agissant justement de l'amnistie, les députés aussi ont l'initiative des lois. Ils peuvent proposer des lois à l'Assemblée nationale. Je vous donne un exemple très simple. Voilà le député Assalé Tiemoko qui a fait plusieurs propositions de loi qui n'ont pas bougé. Pourquoi? Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais bien entendu, c'est la volonté. Parce que la réalité, c'est quoi? Toi, tu fais ta proposition de loi, il faut que, au niveau de l'Assemblée nationale, les gens traitent et puis ça remonte. Mais si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a une mauvaise volonté à ce niveau-là. Donc, les gens ont tendance à dire oui, l'opposition peut faire une proposition de loi. Assalé Tiemoko a fait plusieurs, et lui-même l'a dit, plusieurs propositions de loi qui n'ont pas bougé.
Après, alors pourquoi on peut... Donc, qu'est-ce qui vous dit que si c'est le PPAC ou bien le PDC font des propositions de loi, ça va partir? Ça ne va pas bouger. Après aussi, il faut que ces lois soient votées. Il ne s'agit pas seulement de proposer. Oui, mais bien entendu. Il faut développer les arguments qu'il faut pour convaincre les députés. Mais il faut que ça vienne d'abord sur la table. Ce n'est même pas encore arrivé. Ça n'a même pas été traité même pour être déposé sur la table des députés. Ça n'a même pas été traité. Pour moi, c'est une question de volonté politique. C'est tout. Sinon, ça pouvait être traité et puis venir sur la table. Maintenant, si ça venait sur la table des députés, les députés qui sont majoritaires au niveau du RAGP, ils pouvaient désavouer cela. Mais au moins, on attend que ça vienne sur la table. Ça ne vient pas. Docteur Oussou, vous voulez réagir? Oui, je veux dire que, certes, les députés ont l'initiative de la loi, n'est-ce pas? Mais c'est purement une décision de justice, en fait. Parce que c'est ce que les gens mettent en avant tout le temps. Hein. C'est une décision de justice. Comment casser cette décision de justice, en fait? Voilà. Comment la casser? Est-ce que le politique peut aller à l'encontre? Parce que c'est un peu ça. Ça veut dire que c'est comme si le politique s'immisçait un peu dans ce qui se passe dans la sphère peut-être juridique ou judiciaire. Allez-y. Alors, la Constitution donne la possibilité au chef de l'État de pouvoir agir au niveau du judiciaire à travers d'abord la grâce présidentielle. Quelqu'un est condamné, mais on fait une grâce présidentielle pour le faire sortir. La preuve, le chef d'État vient de prendre une grâce pour libérer des gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison. Soul to soul. Il a été condamné à 20 ans de prison. Après 4 ans, 2 mois, il est sorti. Ça, le chef d'État a agi au niveau de la justice. Ça, c'est deux. Le chef d'État aussi a la possibilité de faire un projet de loi qu'il va soumettre à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse prendre une loi d'amnistie. Ça aussi, la Constitution donne cet instrument au chef de l'État. Ce n'est pas s'immiscer, hein, c'est le pouvoir que la Constitution donne au chef de l'État pour régler ce genre de situation politique. Donc, ce n'est pas une manière de s'immiscer, ça c'est constitutionnel. Mais selon vous, pourquoi est-ce que le président montre la réticence? Alors, moi, je pense qu'il montre la résistance parce que, au fond de lui, mon avis, il ne veut pas avoir en face de lui, en 2025, des adversaires coriaces. Il se dit quoi? Que ce soit lui ou son représentant, en 2025, si ces derniers sont face à Laurent Gbagbo, Blaise Goudé et Guillaume Soro, ce n'est pas évident que ces derniers-là puissent passer. Alors, à mon avis, c'est pourquoi il bloque. Alors, M. Traoré, à vous entendre, vous auriez voulu que ce 18 juin, le président dise j'amnistie Laurent Gbagbo, Blaise Goudé, Soro Guillaume. C'est ce que vous auriez voulu Mais entendre. puisqu'il était en face du Congrès, les députés et les sénateurs, c'est eux qui votent la loi d'amnistie. Il était en face d'eux. C'était l'occasion de leur dire je vais vous soumettre bientôt un projet de loi d'amnistie pour que vous puissiez voter. C'était l'occasion. Parce que c'est eux qui votent. C'est ce qu'on attendait de lui. Il n'a pas fait, malheureusement. Mais il a dit que ça sera pour une prochaine fois. Peut-être que ça va venir. On a encore le 7 août, le discours du 6 août 2024. On a aussi le discours du 31 décembre 2024. On a aussi le discours sur l'état de la nation l'année prochaine. Nous sommes encore à 15 mois de la présidentielle. Il y a encore du temps. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, cette occasion était une occasion solennelle parce que tout le monde l'attendait sur ça. C'était donc l'occasion, à mon avis, de sortir cette information-là qui allait faire plaisir à tout le monde. Bon, mais d'où venait toute cette attente, enfin immense, là, parce que quand le président a annoncé qu'il aurait quand même une adresse, qu'il allait s'adresser devant le Congrès, il n'y avait pas d'ordre du jour. Bien entendu. Mais d'où est venue cette idée de... Parce que le président aussi nous a habitués à ça. En 2020, il a fait une annonce. Mais voilà, en 2020, il a fait une annonce. Une annonce spéciale pour dire qu'il ne sera pas candidat. En 2022, il a fait une annonce spéciale pour désigner Koné Tiemoko comme vice-président. Voilà. Et l'année dernière, l'annonce spéciale, c'était 1 milliard par jour pour la jeunesse ivoirienne. Peut-être que c'est ce qui aussi a poussé les uns et les autres à attendre ceci du président, puisqu'il nous a habitués à cela. C'est tout. Il nous a habitués à cela. Et puis, franchement, c'était une attente. On se disait que c'était l'occasion solennelle de le dire pour calmer les gens. Espérons que le chef de l'État va apaiser les cœurs des gens. Donc c'était un discours vide, creux. Alors, selon vous, en tant qu'enseignant de formation, si je devais noter, c'était 8 sur 20.
insuffisant. Pour moi, c'était insuffisant. Si je devais noter le discours du chef d'État, c'était 8 sur 20. Parce qu'il n'a pas annoncé d'amnistie. Non, en réalité aussi, au niveau même de la forme, hein, moi, quand j'ai écouté son discours, j'avoue que le président Ouattara nous a habitués, à mon avis, hein, à un discours beaucoup plus structuré que ce que j'ai écouté là. Il nous a habitués à quelque chose de mieux élaboré que ce que j'ai écouté. Ce que j'ai écouté, c'est un assemblage, à mon avis, des rapports que lui ont donné ses ministres. Il a lu, bon, vraiment, je n'ai pas senti un contenu assez dense comme les autres fois, franchement. Moi, je dis, on dit un discours sur l'état de la nation. Mais justement, c'est cet état de la nation-là. Ça vous venez dire, sur le plan économique, voici ce qui a été fait, au plan social, voici ce qui a été fait. Je pense que c'est ce que le président a fait, M. Traoré. C'est ce que je dis. En fait, ce qu'il a dit là, franchement, quelqu'un l'a dit. On a l'impression même que les chiffres qu'il a donnés, même lui-même, en fait, on lui a donné des chiffres, les ministres lui ont donné des chiffres, il n'a fait que lire sans vérifier grand-chose. Et puis l'état de la nation, ce n'était pas ce que nous on a vu. Pour moi, c'était une auto-célébration du chef de l'État, que de l'État de la nation. Alors, je voulais qu'on puisse... Il voulait montrer que la Côte d'Ivoire était le paradis, était l'Eldorado, et celui qui a transformé la Côte d'Ivoire en paradis, c'est lui. Donc pour moi, c'était une auto-célébration. Mais justement, monsieur Oussou, vous êtes d'accord avec le président que la Côte d'Ivoire était un paradis, un Eldorado, parce que le président a dit au plan économique, la Côte d'Ivoire, c'est la 9e puissance en Afrique, la 3e puissance en Afrique francophone et la 2e puissance en Afrique de l'Ouest. Oui, en fait, je comprends un peu la déception des uns et des autres, de certaines personnes qui se sont exprimées, même à chaud, après l'adresse. Les gens, ils auraient voulu s'attendre à autre chose, parce qu'en fait, c'est un peu comme un discours bilan que le président a fait, en fait, voilà. Et chaque fois qu'il intervient, c'est un peu comme des discours bilan, voilà. Il faut montrer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et la déception est d'autant plus grande qu'on s'attendait à des points précis sur lesquels il devait intervenir, malheureusement il n'est pas intervenu dessus. Sinon, pour le reste, moi j'ai vraiment aimé le ton. Elhadj l'a dit, le discours n'était pas structuré, mais pour la première fois, moi également, j'ai vu que le président, il a mis beaucoup d'humour dans ce qu'il a dit. Tout ça pour détendre l'atmosphère, en fait. C'est la première fois que je le vois aussi dans une telle posture. Tel ministre me dit de vous dire que, etc., etc. Vous avez vu que ça a plutôt détendu l'atmosphère. Et je pense aussi que ça fait partie aussi de la stratégie. Parce que si il s'était contenté de parler, les gens allaient être même déçus encore plus. Mais en mettant un peu d'humour, en menant un peu les gens par-ci, par-là, ça a contribué à apaiser un peu le cœur. Et puis bon, il a terminé comme ça. Sinon, il sait qu'on l'attendait sur des points bien précis. Et c'est pourquoi il a terminé en disant... Est-ce que ça montre le génie politique du président Ouattara? Absolument, c'est ce que j'ai décrit même dans un texte, justement. Oui, parce qu'il faut faire les choses de telle sorte qu'on ne puisse pas deviner ce que vous pensez. Parce que oui... Il faut être imprévisible. Oui, justement. Parce que si on sait déjà ce que vous allez faire ou bien ce que vous allez dire, dès qu'on vous voit, oui, bon, on s'attend déjà à quelque chose. Mais en laissant les gens dans l'expectative de cette façon, ça contribue peut-être à épaissir encore la situation et ça lui permet aussi peut-être d'avoir les coudées franches peut-être pour décider au moment voulu en fait. Voilà. D'accord. M. Traoré, c'est un génie politique? Non, pour moi, ce n'est pas un génie politique. Il y a deux raisons, à mon avis, qui peuvent expliquer le fait qu'il ne soit pas un génie politique. Non, le fait qu'il n'ait pas réagi comme on le souhaite. Oui. La première raison, pour moi, c'est compte tenu, il regarde la météo politique en France. C'est-à-dire? Je rappelle qu'à la fin du mois, on aura les élections législatives en France. Et si ces élections-là se passent de telle sorte que Macron est minoritaire, on va assister à une cohabitation. Et là, à mon avis, ça peut jouer dangereusement contre une candidature éventuelle du chef de l'État en 2025. C'est quoi le lien? Est-ce que c'est la France qui décide de la candidature ou non du président Alassane Ouattara? En Afrique ici, surtout francophone, quand vous êtes candidat, surtout comme le troisième mandat du chef de l'État, s'il n'avait pas la compréhension et la caution de la France, ça allait être difficile. Malheureusement, on est indépendant, mais on est encore sous la tutelle de la France. On a toujours besoin d'avoir l'accord de la France sur tel aspect. Donc je dis, la cohabitation ne veut pas arranger, parce que d'ailleurs on l'a vu en 2000. En 2000, quand il y a eu le coup d'État, il y a eu cohabitation.
Et on a vu comment ça s'est passé en Chirac et puis l'opposition. Donc, je dis qu'il a reporté sa décision en tenant compte de la météo politique. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, j'avoue, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai écouté le discours du chef de l'État, j'avoue qu'il m'avait habitué à mieux que ça. J'ai dit, 8-20, c'est insuffisant. La preuve est que, à mon avis, le chef de l'État a donné tout ce qu'il avait à donner aux Ivoiriens. Il n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens. Il a tout donné. Voilà pourquoi son discours était plat. Il n'a plus rien à donner aux Ivoiriens. Il n'a plus rien à proposer. Il a tout donné. Voilà pourquoi je souhaite que nos amis du RAGP vraiment lui permettent d'aller se reposer. Il avait dit à l'époque, je suis fatigué. Laissez-moi me reposer. Ayez pitié de moi. Je vais m'occuper de moi-même, de mes enfants et de mes petits-enfants et de ma famille. Vraiment, le vieux, il a tout donné. D'accord. Voilà. Alors, docteur, voilà les deux raisons. Est-ce que vous pensez que ce discours du président Ouattara a été influencé par la situation politique en France, comme le soutien M. Traoré? Bon, moi je pense qu'il a évoqué quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que la France suit de près tout ce qui se passe peut-être dans des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont considérés un peu comme son précaré. Mais je pense que dans le fond, le président Alassane Ouattara a quand même les coudées franches pour pouvoir peut-être, je dirais, pour pouvoir décider de façon intérieure s'il peut se représenter ou pas en fait. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France? Non, pas forcément. Pas forcément. Actuellement, je pense que M. Macron même a beaucoup à faire là-bas que de s'occuper un peu. Sinon, si la France avait vraiment son mot à dire, moi je me rappelle ici en 2020, lorsque, après l'élection du président, même lorsqu'il a annoncé qu'il allait se représenter, il y a eu des remous. Après, c'est des pneus brûlés par-ci, c'est la tête de quelqu'un qu'on coupe pour jouer au ballon. Mais pourquoi la France n'a pas réagi par rapport à ça? Moi, la France qui est le pays des droits de l'homme, le pays de la fraternité, le pays de la liberté, mais pourtant personne n'a réagi par rapport à ça. Moi, je dis que on entretient des relations peut-être un peu de, peut-être, je ne dirais pas de subordination avec la France, mais il y a des décisions locales que nous pouvons prendre nous-mêmes en fonction de nos intérêts quand même. Oui. Parce que si le président est là avec tous ces projets qu'il a lancés, est-ce que ces projets-là verront le suivi qu'il aurait voulu en fait? Voilà, moi je pense que tout ça aussi ça joue. Voilà, il y a plein de choses qui sont lancées, il y a plein de choses qui sont en perspective. Si on laisse celui qui va venir, est-ce qu'il saura les gérer comme il faut? Est-ce qu'il aura la même vision? Ça veut dire comment faire pour que les choses avancent? Voilà, pour qu'on ne retombe pas, peut-être on ne retourne pas en arrière. Moi je pense que c'est fondamentalement ces enjeux-là qui dictent un peu ces décisions en fait. D'accord, le président aussi a parlé de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Selon le président, la Côte d'Ivoire est la 9e économie du continent africain, la 3e en Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc, et la 2e économie de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Ça montre que la Côte d'Ivoire se porte bien. Bon, je tiens à dire que la Côte d'Ivoire, deuxième économie en Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara n'a pas inventé. Ça existait depuis le temps de Houphouët-Boigny. Il n'a rien inventé. Depuis le temps de Houphouët-Boigny, la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, après le Nigeria, c'était la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il n'a pas inventé. Moi, j'aurais bien voulu qu'on soit les premiers. Si on était premiers, je pourrais donc dire que Alassane Ouattara a fait mieux. Sinon, depuis le temps de Houphouët-Boigny, jusqu'aux autres, jusqu'à lui, on a été deuxième. Donc pour moi, là, quand on vient brandir cela, et puis on montre cela comme un acte de performance, je suis désolé, pour parler comme les Ivoiriens, c'est de la marmaille. J'attendais qu'on dise qu'on est premier au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, troisième au niveau de l'Afrique, après, qu'on appelle ça l'Algérie et le Maroc, au niveau de l'Afrique francophone. Je n'ai pas d'éléments, moi, pour vérifier quelle était notre place avant, à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas me prononcer. Mais pour ce que je sais, au niveau de la CEDEAO, là seulement, il n'a pas bougé. Il a quand même réussi à permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position. Non, mais non. Bon, donc qu'ils le disent. Non, mais qu'ils le disent, non. Non, tel que les gens parlaient, pour beaucoup qui ne savaient pas, beaucoup croyaient que c'était un exploit qu'il avait fait. Cela, je dis, ce n'est pas un exploit.
Ce n'est pas un exploit. Beaucoup croyaient que c'est un exploit. Le fait que tu aies maintenu, quel est l'effort? Tu as fait l'effort de maintenir, c'est tout. Mais pour moi, tu n'as pas fait un effort surhumain. Moi, si on avait dépassé le Nigeria, j'allais applaudir le président Ouattara. Mais on n'a pas dépassé le Nigeria, donc pour moi, ça n'a pas bougé. Maintenant, au niveau de l'Afrique, si on est troisième, comme il le dit, comme je n'ai pas d'éléments pour vérifier quelle était notre place avant, bon, ok, je prends ça avec beaucoup de réserve. Mais je pense qu'il a aussi évoqué la crise sanitaire de la Covid qui, malgré tout ça... La Côte d'Ivoire a réussi à se maintenir. C'est la preuve de la résilience économique. Absolument. Donc moi, je pense que c'est des éléments qui jouent en sa faveur, en fait. Voilà, c'est des éléments probants. C'est des éléments quand même positifs. Mais la crise de la Covid, c'était partout, hein, c'était pas seulement la Côte d'Ivoire. Les pays africains ont plus ressenti parce qu'en fait, c'est une maladie qui est arrivée comme ça. Vous savez que les pays africains, généralement, fonctionnent un peu dans le billard, entre guillemets. Il n'y a pas de fonds de réserve. Il faut demander un peu l'argent par-ci, l'argent par-là. Vous avez vu le mal que la Covid a fait aux entreprises. Les gens étaient obligés de licencier les gens. Donc tout ça, il fallait compenser, il fallait payer quand même une certaine compensation pour que les gens puissent maintenir les activités. Une façon de dire que si le pays peut-être n'était pas dans une vision à long terme, ça aurait été vraiment difficile de se relever en fait. C'est ce que je voudrais souligner. Alors, il y a des hommes politiques qui ont réagi au discours du président Alassane Ouattara. Oui. Afin Guessan a dit ceci, c'est un catalogue, un exercice d'autosatisfaction, vision personnelle enjolivée, flou coupable sur la vie chère qui touche nos concitoyens, davantage discours de politique générale du Premier ministre que vision d'un président déçu, évidemment, mais au bout de 13 ans, je n'en attendais rien. Hubert Oulaye, président du groupe parlementaire PPACI, ce n'était pas un discours sur l'état de la nation, c'était une présentation du bilan de son gouvernement, sanctionné comme toujours d'un satisfait, pas toujours fondé. En revanche, sur les préoccupations de l'heure de la nation, aucune solution annoncée, CIE, rien, déguerpissement sauvage, aucun mot d'espoir pour les victimes, effondrement d'immeubles, aucun mot, climat politique, rien. Il n'avait pas lieu de faire du bruit autour de ce congrès pour dire des choses sans réel intérêt. Monsieur, nous allons progresser dans cette émission, parler cette fois-ci du PDCI-RDA qui s'apprête à tenir son premier grand meeting à Soubré, sous l'air Tidjantiam. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez la revue de presse grand format, émission de décryptage de l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, nous abordons le sujet relatif au PDCI-RDA. Le président de ce parti, Tidjantiam, a effectué une visite de travail à Soubré, le chef-lieu de la région de la Nawa, demain samedi 22 juin 2024. Il s'en suivra un meeting à 10 h à la place Charles Boza d'Onvaï, un meeting auquel le successeur à feu Henri Konabédié invite tous les militants du PDCI-RDA. Alors, Dr Oussou, selon vous, quels sont les enjeux de ce premier grand meeting du PDCI-RDA sous l'air Tidjantiam et à Soubré? Merci beaucoup. Je pense que si le président Thiam a choisi Soubré, chef-lieu de la Nawa, pour son premier grand meeting. Je pense que ce n'est pas pour rien. Tout à l'heure, dans mes recherches, j'ai vu que l'ancien DG de la CIE venait de là-bas. Voilà. Et donc, ce serait pour lui, certainement, de remobiliser les membres du PDCI, certainement, qu'on pense avoir perdu. Voilà. Et il lit ça un peu comme une forme de pré-campagne en fait, voilà, pour 2025. Je pense qu'on parle de giga meeting parce que toutes les instances du PDCI sont invités là-bas. Et je pense que s'il réussit l'exercice, je pense que ça donnera un peu de crédibilité aux partis septuagénaires, comme ils le disent eux-mêmes dans la région. Donc, vous pensez que les éléments sont réunis pour qu'ils réussissent? Oui, parce qu'il avait déjà effectué un voyage, du moins une visite avant celle qui aura lieu demain. Et enfin, dans la presse a décrit ça un peu comme une réussite. Donc,
s'il arrive à mobiliser tous ces gens, et je sais qu'ils vont faire aussi le travail sur le terrain, s'il arrive à cet objectif, à ces fins, je pense qu'il aura marqué un coup, il aura marqué un grand point, parce qu'il faut dire que le PDCI est devenu un peu comme dormant depuis je dirais même depuis 1999 avec le coup d'État. Voilà, ils sont un peu dans la tourmente et tout. Et si, avec la mort du président et l'élection du nouveau président, et si ils recommencent à mobiliser les gens, je pense qu'ils vont jouer un peu sur cet attachement territorial. Parce que moi, je me rappelle que je viens de la Maraoué, je suis à Yaoundé Boisflé. Quand tu leur parles de RHDP, les gens nous disent non, ici, nous, c'est PDCI en fait. Donc, je veux dire que cette flamme-là ne s'est pas totalement éteinte. Il faut peut-être, ils sont en train de travailler certainement pour la rallumer, voilà, lui donner ce petit coup de pouce, ce petit coup d'étincelle-là, afin de quand même de remettre les choses sur les rails. Donc, je pense que c'est une bonne chose, et même tout ce que l'opposition fait, moi, je trouve que c'est bon, en fait. Parce que un pays où il n'y a pas d'opposition, moi, je ne trouve pas que les choses, voilà, il faut. Et je sais que le président Alassane lui-même sait qu'il y a des propositions que l'opposition fait qu'on peut récupérer. C'est bien. Il dit de façon uniforme, de façon unilatérale, on ne peut pas penser à tout. Alors que l'opposition vient un peu, voilà, titiller, proposer des choses. C'est un peu comme à l'université quand on fait la recherche. Quand on fait la revue critique de la littérature, on prend un peu ici, un peu par là, et puis on tire les synthèses. Lui, là, il a raison, bon, il n'a pas raison, ou bien il a raison, mais jusqu'à un certain point, je peux ajouter pour donner quelques... Bon, je pense que si l'opposition est vraiment forte, est vraiment bien constituée, je pense que ça donne encore plus de force au RHDP lui-même, parce que à travers les propositions, comme LH vient de le dire, c'est des choses qu'on peut récupérer en fait, voilà, et travailler dessus. C'est bien noté. Alors, M. Traoré, dans son développement, Dr Oussou a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit que le PDCI est un parti dormant. Vous avez ce même sentiment? Bon, pas dormant en tant que tel, mais le PDCI n'est plus au pouvoir. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous avez les moyens de l'État pour agir, vous avez l'influence nécessaire pour amener les gens vers vous, pour que tout le monde se rallie vers vous. Voilà, le PDCI n'a plus cette force-là. Quand ils étaient au pouvoir, ils pouvaient rallier tout le monde à leur cause. Mais ils ne sont plus au pouvoir, donc ils ne peuvent plus le faire. Mais quand même, j'avoue que personnellement, moi j'admire le PDCI pour sa résilience depuis 1999. Mais le PDCI est resté maintenu encore. Le PDCI a eu encore des députés quelque part, le PDCI a eu des maires, le PDCI a eu des présidents de conseils régionaux. Malgré tout ce que le PDCI a subi, moi j'avoue que j'admire la résilience du PDCI parce que je ne suis pas convaincu, moi, que si demain, Alassane Ouattara n'est plus là, je ne suis pas convaincu que le RHDP va faire 3 ans d'existence. Le RHDP va mourir en 3 ans. Pourtant, le PDCI, depuis 1999, est là. Donc, moi, je dis que c'est vraiment une force que j'apprécie chez le PDCI. Dormant, non. Ils bougent en fonction de leur position politique et en fonction aussi des moyens qu'ils ont. Parce que quand vous avez les moyens... Et là, ils s'apprêtent pour leur premier grand meeting avec Tidjane Thiam à Soubré. Oui, c'est un baptême de feu pour Tidjane Thiam. Tout le monde va le tester. Tout le monde va l'observer. Tout le monde va voir comment il va faire son meeting. Parce que pour moi, ce sera le tout premier meeting politique réel de Tidjane Thiam. Parce qu'on ne l'a jamais connu en train de faire un meeting politique. Même quand il était ministre et tout, on ne l'a jamais connu. Là, c'est son premier meeting politique. Et là, tous les regards seront fixés sur lui. Et tous ses faits et gestes seront scrutés à la loupe. Donc vraiment, comme on dit, c'est son baptême de feu. Alors, ce premier meeting va permettre aux Ivoiriens de se faire une idée déjà de l'homme politique Thiam. Est-ce qu'il pourra tenir là-bas? Est-ce que Thiam pourra être un candidat sérieux pour le RHDP? Le RHDP va regarder tout ça pour voir si Thiam sera effectivement un candidat sérieux ou pas. Mais je dis que ce sont tout premiers meetings. Vous dites que c'est un meeting qui est suivi de près par le RHDP? Tout le monde va suivre de près, surtout le RHDP. Le RHDP va suivre ça de près. Et je dis tous les faits et gestes de Thiam seront scrutés à la loupe. Et c'est à partir de là qu'on va se faire une idée de l'homme politique qu'il est. Parce qu'on connaît Thiam pas comme un homme politique
On le connaît comme le technocrate. Maintenant, là, c'est l'homme politique qui va intervenir. Et donc, je souhaite pour lui que demain, il ne se retrouve pas devant son public en train de donner des chiffres comme Alassane Ouattara. S'il s'amuse à faire ça, ils vont dire, tiens, Alassane Ouattara bis, on n'en veut plus. D'accord. Alors, docteur Oussou, vous qui êtes militant du RHDP, est-ce que c'est un meeting qui interpelle le RHDP? Mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a même pas encore 5 minutes, tout parti sérieux comme le RHDP suit et se nourrit aussi de ce que l'opposition fait. Parce que comme LH vient de le dire, Thiam, il a surgi un peu en guillemets dans l'environnement politique ivoirien, mais on va vouloir savoir le jauger, il coûte quoi, il pèse combien en fait, voilà. Et s'il y a des éléments dont on peut se servir pour l'attaquer, on le fera. Donc c'est de bonne guerre en fait, c'est normal. Et on va le faire. Est-ce que vous pensez que... Pas personnellement, mais je vais lire tout ce qui sera produit dessus dans la presse, je vais le lire. Certainement faire des commentaires aussi. Est-ce que vous pensez que son discours va porter aussi sur le discours que le président Alassane Ouattara a prononcé devant le Congrès? Il va en parler? Moi, personnellement, s'il va dans le même sens qu'Alassane Ouattara, il aura échoué. Je veux dire, venir commenter le discours du président Ouattara. Non, pour moi, ce n'est pas ça qui l'importe. Il doit intervenir sur les sujets qui intéressent les Ivoiriens, les problèmes qui touchent le quotidien des Ivoiriens. Et proposer des solutions. C'est tout. Qu'ils sortent du discours du chef de l'État. Qu'ils disent aux Ivoiriens ce qu'ils veulent entendre. Il faut qu'ils montrent aux Ivoiriens qu'il les connaît, il est à côté d'eux. Et qu'il peut être leur espoir demain. Mais s'il vient tenir le même discours que le chef de l'État a tenu, mais on va dire... Est-ce que le GPS sera présent à ce meeting-là? On n'a pas été invité, donc... Mais je ne serais pas étonné que Thiam quand même fasse une allusion par rapport à ce discours que tout le monde attendait, en fait. Je ne serais pas étonné. Là, c'est possible. Voilà. Ça serait une occasion aussi pour lui peut-être d'attaquer le président Ouattara, pourquoi pas mettre en évidence certaines de ses faiblesses. Voilà, de prendre ses distances, en fait. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur, on va marquer une petite pause et se retrouver dans quelques secondes pour parler du dernier sujet de cette émission. On va parler du Burkina Faso où le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné de ses nouvelles. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a enfin donné de ses nouvelles après les dernières informations faisant état de sa fuite face à une mutinerie des soldats au lendemain de l'attaque djihadiste dans la localité de Mansilla, hier jeudi 20 juin 2024, après avoir présidé le Conseil des ministres au palais présidentiel. Le chef de l'État burkinabé a effectué une visite dans les locaux de la radiodiffusion télévision burkinabé, RTB, la télévision nationale qui a subi une explosion d'obus le 12 juin 2024, au moment même où se tenait un Conseil des ministres à la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter dans cet élément de la RTB. Bien au-delà d'une visite d'encouragement, le président du Faso vient rassurer. La nation va bien, lui avec. Le capitaine Ibrahim Traoré donne de ses nouvelles et celles du pays. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne suit pas. Jamais. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis le rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous, chaque matin on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, c'est une année absolument... Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Alors, M. Traoré, on a vu le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui sort enfin de son silence. Tout à fait. Alors, moi, j'ai été heureux et je n'ai pas été surpris justement qu'il sorte de son silence. J'ai été heureux de l'écouter parce que j'ai ri. Il s'est même moqué
de tous ceux qui ont propagé des fausses informations sur lui. Et il a dit que l'objectif qu'il visait, c'était de démontrer à tout le monde que tous ceux qui ont propagé ces fausses informations ne sont pas crédibles. Et moi, je pense qu'il a atteint son objectif. Parce que on a RFI, les chaînes internationales européennes ont eu à dire tout ce qu'elles devaient dire. Finalement, on voit Ibrahim qui sort tout serein, imperturbable. Et là, franchement, j'avoue qu'il a réussi son coup. Il a réussi à discréditer totalement l'information donnée par ces derniers. Alors là, j'avoue que c'est un grand coup politique qu'il a mené. Et pour ça, vraiment, je lui tire le chapeau. Alors, docteur Oussou, c'est un grand coup politique, vous le pensez? Bon, moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, au-delà de tout ça, parce que lorsque la situation au Burkina se déroulait, je n'étais pas au fait, enfin, au fait de ça, minute par minute. Mais j'ai un journaliste, j'ai quelqu'un qui est un de mes proches qui travaille à la RTI et qui est vraiment informé. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe au Burkina? Il m'a fait le point. C'est lui qui m'a dit que le capitaine Traoré serait introuvable à un moment donné. Et ce matin, j'apprends qu'il est sorti de son silence, qu'il a même présidé un conseil des ministres hier. Mais pour la question qui me revient tout de suite, c'est toute cette agitation, la presse nationale, la presse internationale, les gens auraient quand même mis en place tous ces éléments-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas en fuite, on déclare que la personne est en fuite? Donc c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a un complot contre qui vise à le déstabiliser. Et puis, je crois que la veille même de ça, j'ai assisté au journal là. Il y a les militaires russes qui sont rentrés au Burkina avec les Maliens. Je me demandais c'était pourquoi en fait. Parce que, comme je vous ai dit, enfin peut-être que je ne l'ai pas dit, mais la situation au Burkina m'intéresse, enfin ça m'intéresse et me préoccupe en même temps parce que c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez que s'il pleut au Burkina, il faut que peut-être on commence à prendre des parapluies ici. Voilà, c'est pas bon. Donc, je suis ça un peu de près. Donc, la question que je pose, c'est ça. Les gens auraient orchestré tout ça pourquoi? Pour quel but? Là, je pose la question sur le plateau aussi. Voilà. Allez-y. Alors, justement, le but est simple. Oui. C'était dans le but de déstabiliser Ibrahim Traoré. Pourquoi? Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est dans le collimateur de la France et de ses partenaires. Et donc, il faut tout faire pour l'éjecter. Et donc, ils sont appuyés sur d'abord une situation qui est arrivée aux militaires burkinabés, dans une localité où on a annoncé des morts. Et souvenons-nous qu'il y a eu le coup d'État contre Roch Kaboré parce que les militaires avaient dit que Roch Kaboré ne donnait pas suffisamment d'armes pour les protéger. Et donc, comme les Ibrahim sont venus, eux, ils ont dit qu'ils venaient pour protéger. Donc, il fallait remonter une partie des militaires pour leur dire, ce Ibrahim Traoré-là, il ne vous protège pas suffisamment. Donc, éjectez-le. Ça, c'est d'un. Ensuite, quand il y a eu le cas de la RTI, enfin, de la RTB, les gens ont utilisé ça en même temps pour dire, oh, il a fui, il n'est pas ceci. Tout ça, c'était pour déstabiliser, en réalité, l'environnement burkinabé et donner l'impression ou donner l'occasion à des gens de venir prendre le pouvoir. Parce que si on disait qu'Ibrahim n'est pas en place, ça peut donner le courage à certains militaires de vouloir essayer de le prendre. Et lui-même, il dit qu'il a vu leur jeu et il s'est mis en retrait pour observer et puis voir dans quel coup. Attendez-vous, dans les jours qui viennent, ils vont arrêter beaucoup de personnes, les accuser de tentative de coup d'État. Ça, il ne faut même pas être surpris. Et ils vont les présenter comme ces gens-là que les Occidentaux avaient voulu utiliser contre lui. Ça, il faut le noter. Alors, vous avez parlé d'arrestation. On voit qu'au Burkina, il y a beaucoup d'arrestations. Quand on dit un mot sur le régime militaire, on est arrêté tout de suite. Souvent même, on est envoyé au front. Est-ce que c'est un pays où la démocratie est de mise? Est-ce que la liberté d'expression existe en ce moment? C'est un régime militaire, donc ne parlez pas de démocratie. Non, c'est justement... Si vous parlez de démocratie sous un régime militaire, c'est que vous-même, vous avez un problème. Je vais dans le même sens. C'est un régime militaire, donc il n'y a pas de démocratie. Oui.
il n'y a pas de démocratie. Déjà, Donc, la base est fausse. Est-ce qu'il n'en fait pas trop? Mais non, il est en situation de guerre, il a dit. Et donc, en situation de guerre, il fait attention à toutes les fausses informations. Des gens peuvent sortir, donner des fausses informations pour déstabiliser son armée. Il ne veut pas. Donc voilà pourquoi lui, il se dit que si tu as donné une fausse information pour déstabiliser son armée, il t'envoie au front. Je dis bien, il est dans une situation de guerre. Donc, vouloir attendre ou réclamer à Ibrahim Traoré d'agir comme un président élu au niveau démocratique, moi je crois que c'est trop lui demander, franchement. Il a dit lui-même, il est militaire, il n'est pas politique. Ce sont les circonstances qui l'ont obligé d'être aujourd'hui chef d'État. Justement, si on est militaire, qu'on n'est pas politique, on laisse la place au politique. Pourquoi on se mêle de la Non, mais justement. Pourquoi on se mêle de la politique? Alors, pourquoi on prend la place du politique? Bien entendu, il a été contraint d'être là, malheureusement. Quand le militaire vient prendre la place du politique, c'est qu'il est contraint. Il trouve que le politique a eu des insuffisances, donc lui, il vient maintenant pour arranger. Mais en arrangeant là, il ne va pas arranger ça comme le civil au niveau démocratique, hein, lui, il va taper. Alors, les insuffisances pour lesquelles il a pris le pouvoir, c'était justement l'insécurité. Oui, bien entendu. Le terrorisme et tout. Près de 2 ans maintenant qu'il est au pouvoir, est-ce que vous pensez qu'il a pu régler ce problème-là? Moi, à mon sens, il n'a pas encore réglé le problème et ce sera vraiment difficile parce que avec tout ce qui se déroule, même au plan international, ils ont créé l'AES et tout. C'est comme s'ils étaient en train de se désolidariser même du reste des pays et tout. Et tout ça, ça contribuera à fragiliser les choses. Et ça ce n'est qu'un aspect peut-être la face émergée de l'iceberg. Qui sait ce qui va se passer demain encore? Ça, c'est l'attaque de Massila. Qui sait ce qui va se passer encore demain? Donc, moi, je leur recommande un peu plus la prudence. Voilà, qu'ils soient prudents ou bien qu'ils se dépêchent de faire ces réformes rapidement et qu'ils remettent le pouvoir aux civils, en fait. Comme ça, il n'en ira plus de sa responsabilité. Parce que si lui, un problème pour lequel il est venu, s'il n'arrive pas à régler ce problème, ce sera encore plus grave pour lui. Moi, je dis, ça fait 2 ans qu'il est là. Le Burkina est confronté à ce problème de terrorisme depuis plusieurs années. Mais en 2 ans, observez, il y a eu beaucoup de progression. Parce qu'ils ont réussi à reculer les terroristes sur certaines bases. Ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, qu'on n'attende pas de lui, en 2 ans, de chasser les terroristes, parce que n'oublions pas que même au Mali, la France était au Mali depuis des années, la France n'a pas pu faire reculer les terroristes depuis ces années avec toutes les armes qu'ils avaient. N'attendez pas donc qu'Ibrahim, en 2 ans, vienne faire un miracle. Moi, je crois que c'est trop demandé. D'ailleurs, les Burkinabés viennent de lui donner un mandat, à quelque sorte, de 5 ans. Bon, attendons. Pendant cette année-là, pendant ces quelques années qui viennent, pour l'évaluer. Mais moi, je dis, en 2 ans déjà, il a réussi à faire reculer beaucoup de choses. Il y a des Burkinabés qui ont réussi à regagner leur territoire où ils avaient été chassés par les terroristes. Donc, pour moi, c'est un effort. Alors, monsieur Traoré, si vous avez un coup de gueule à faire, ça serait quoi? Coup de gueule? Mon coup de gueule, vraiment, c'est que nous, là. Vous regardez la caméra pour parler. Nous, là, Ivoiriens, là. Vraiment, on ne veut plus qu'en 2024, en 2025, le chef de l'État, Alassane Ouattara, se représente pour un 4e mandat. Nous trouvons qu'il a suffisamment donné. Je reconnais qu'il a suffisamment donné pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, là, comme lui-même l'a dit, qu'il laisse la place à la jeunesse pour venir vraiment faire mieux que lui. Moi, c'est mon coup de gueule. Tout ce que je lui demande, vraiment, qu'il respecte ses engagements. N'oublions pas qu'en 2020, sur les chaînes de télé, il a pris l'engagement que lui n'allait plus se présenter en 2025. Si encore en 2025 il se présente, il va montrer à l'opinion qu'il ne respecte pas sa parole. Je ne crois pas que ce soit l'image qu'il veut qu'on garde de lui. Voilà pourquoi je lui demande vraiment de permettre aux Ivoiriens, d'assister à une passation de charge entre le président entrant et le président sortant. Lui-même en 2020, c'est ce vœu qu'il a émis. Donc vraiment, en gros, c'est ce que je demande. Et vous, comment vous répondez? Que répondez-vous? Mon coup de gueule aussi, c'est que il y a des Ivoiriens qui veulent forcer le président à prendre une décision par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire, en fait. Moi, je pense qu'un chef, tant qu'il est là, on ne peut pas le remplacer. En Afrique, on a déjà remplacé un chef qui n'est pas encore mort.
Ça, c'est dans les villages. Nous sommes dans une république. Oui, je sais. Nous sommes dans une république. Mais nous restons toujours en Afrique. Non. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette ça dans la bouche du président. Il ne faudrait pas qu'on lui mette la pression, en fait. Laissons-le. Il fera, en bon temps, au moment opportun, il dira ce qu'il en est. Mais on a l'impression qu'on le pousse, on le pousse. Il sera candidat, il ne sera pas candidat. Je me dis même que le monsieur doit mal dormir maintenant, en fait. Oui. Plus 2025 arrive, lui-même, il se sent mal à l'aise. Il ne faudrait pas qu'on le stresse, en fait. Avec l'âge là, si on doit le stresser encore, il ne faudrait pas qu'on le tue. Ça, c'est notre trésor, en fait. Même s'il se retire, ou voilà, il faut qu'on continue de l'honorer, parce que même dans le fond, il peut toujours donner encore des orientations. Voilà, c'est quelqu'un de très grand qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Cette vision à long terme qu'il a donnée à la Côte d'Ivoire, ou bien qu'il est en train d'imprimer à la Côte d'Ivoire, moi je pense que, à part Houphouët-Boigny, je ne vois pas quelqu'un qui s'est encore donné comme ça pour la Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, qu'on doit même vénérer. Voilà. Même si on peut avoir des divergences politiques, mais c'est quelqu'un, en tant que personne, c'est quelqu'un qu'on doit vénérer, en fait. Comme un monument même. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dr Oussou Kwame Rémy, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara, analyste sociologue. Merci à vous d'avoir accepté de venir commenter l'actualité avec nous. Merci à vous également, monsieur Mamadou Traoré, membre du comité d'orientation et de coordination de GPS Génération et Peuple Solidaire. Merci d'être passé sur ce plateau pour commenter l'actualité. À tout moment, on vous contactera pour venir débattre, commenter l'actualité pour mieux éclairer l'opinion publique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir. Merci beaucoup. Sinon, en off, j'avoue,